Diamantes y fueras firme, amantes y fueras firme, como el sol en el verano. Depuis le XVIIe siècle, on suppose que tous les descendants des musulmans espagnols, appelés morisques, ont été expulsés des royaumes d'Espagne. Cette expulsion n'affecta pas l'ensemble de la population morisque et le déroulement fut différent. Asturie, la Galice et Léon furent exclus, occultant ainsi l'assimilation de cette population. Ce fait, loin d'être spontané, fut une constante qui pendant des siècles a été démentie, afin de minimiser la présence musulmane dans tout le nord-ouest. En 711, quand les Arabes envahissent la péninsule ibérique, le gros de son armée est composé de 250 000 berbères d'Afrique du Nord. Sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, ils arrivent jusqu'à Lugo, établissant des colonies dans d'autres régions de la Galice et Léon, laissant la totalité des terres du Levant sous total contrôle arabe. Ce que les envahisseurs musulmans appellent Al-Jalalika est équivalent au territoire romain Galaïcia. Les troupes berbères, exclues du partage du butin de la conquête, se sont utilisées par les commandants arabes. La distanciation existant entre les Nord-Africains et les Arabes provoque une succession de révoltes. Beaucoup de Berbères sont d'origine chrétienne, ce qui leur facilitera l'établissement de relations avec les populations occupées. L'arrivée en Galice des évêques d'Afrique du Nord, comme Odoario, favorise le culte des saints des églises orientales. La religion commune facilite des alliances entre Berbères et Galiciens, avec comme objectif l'expulsion de l'oligarchie arabe et par conséquent la création de nouveaux royaumes chrétiens. La información sobre Galicia y los gallegos en las fuentes árabes medievales abarca desde comienzos del siglo VIII hasta finales del XV, es decir, todo el periodo andalusí. El retrato de los gallegos se halla entre el realismo y los tópicos, muchas veces con exageraciones negativas, a fin de denigrar al enemigo político y militar. Las crónicas árabes reflejan también la actividad diplomática desplegada por gallegos y musulmanes, especialmente en los siglos X y XI, época del califato de Córdoba. Durant la période omeyyade, jusqu'au règne de l'émir Al-Hakam Ier au début du IXe siècle et plus tard sous le règne de Al-Mansour à la fin du Ve siècle, il y a un échange de population entre les nouveaux royaumes chrétiens du nord-ouest de la péninsule et les royaumes musulmans, dus aux attaques constantes des armées arabes. Il est habituel que les troupes musulmanes forment une alliance avec des rois ou des nobles galiciens. Ainsi, Alfonso III permet au fondateur de Badajoz, Ibn Marwan al-Jiliki, le Galicien, et à son armée de se réfugier du califat de Cordoue dans les montagnes de Lugo pour une période de 8 ans, occupant des terres élevées et inhabitées comme les castros ou les vieilles forteresses. Durant les conflits, de nombreux captifs deviennent des esclaves. Ceux-ci seront répartis dans des fiefs et des monastères en s'intégrant peu à peu avec la population galicienne. Muchos de estos musulmanes de primera generación conservan su nombre musulmán y en segunda generación ya presentan nombre cristiano, o sea, ya suponemos que han sido bautizados, pero como apodo mantienen su nombre musulmán y ya en tercera generación lo común es encontrar nombres cristianos. Des noms comme Sidi ou Saïd se transforment en Sid ou Seide, très communs en Galice aujourd'hui. D'autres, comme Mauro, Maure ou Maurinho, déterminent l'origine ethnique de la personne.
L'Église obligeait l'introduction de ce type de nom pour les esclaves musulmans nouvellement baptisés. Les répliques en Galice de toponymie arabe et berbère sont nombreuses. Alfoz à Lugo, à Mesquita à Ourense ou Berbes à Pontevedra. Il y a également Alpuxara en Galice, qui, contrairement aux précédentes, pourrait être d'origine mozarabe. La lengua árabe tiene una historia de 2000 años y una palabra, como en otras lenguas, suele tener más de una significación. Además, una palabra preislámica no necesariamente indica lo mismo en el periodo islámico o medieval o moderno. L'absence de vestiges archéologiques d'origine arabe en Galice a servi à nier la présence musulmane. Par conséquent, on doit prendre en compte la toponymie et l'anthroponymie pour la confirmer. Les différences entre l'arabe et le berbère sont déterminants, car l'invasion est effectuée par une majorité provenant d'Afrique du Nord qui possède des traits culturels distincts à ceux des Arabes. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier emplazamiento o villa que tenga la palabra moro, esto es exactamente igual que bereber, porque en las fuentes latinas jamás aparece la palabra bereber. Se habla de sarraceno, que son los árabes, y mauri, que son los moros. Les guerres et le temps font que ces dénominations perdent leur sens d'origine. Vu que le musulman devient l'ennemi et l'étranger, il est donc étiqueté de manière générique comme moro à partir du XIIe siècle. Les convertis sont obligés de maintenir leur statut de mort, et en conséquence, dans les extraits de baptême, il y a des allusions à leur statut précédent. Là où leur séjour est constant, on perçoit un énorme progrès culturel et technologique. Ils excellent dans de nombreux métiers par rapport au reste de la population et rendent leur présence nécessaire pour la communauté. Certains métiers sont des traces vivantes de présence musulmane, comme la sellerie indispensable dans le développement du transport avec les animaux. Los árabes trajeron a la península la mula. La mula no se conocía en toda Europa, no se conocía en ningún lado, más que en el norte de África, que sí había arrieros. Traen la mula y hasta entonces, durante el tiempo de los romanos y visigodos, se carreteaba siempre con bueyes. Quant à l'utilisation de l'eau, des progrès remarquables sont réalisés grâce à l'introduction de moulins hydrauliques et de nouveaux systèmes d'irrigation. La culture arabe laisse également son empreinte sur les techniques de fonderie de métal et en général sur tous les métiers mécaniques. La plantation des oliviers à travers la péninsule est l'œuvre des musulmans espagnols. En outre, ils étendent au nord-ouest la culture d'espèces résistantes au climat atlantique. Les rois catholiques donnent l'ordre de détruire tous les oliviers de la Galice, avec le seul but de maintenir le monopole de l'huile dans d'autres régions. Au-delà des noms et des coutumes différentes, la science d'aujourd'hui peut mettre en évidence un passé nord-africain en Galice. El conocimiento del genoma ha revolucionado muchos aspectos de la medicina, nos está permitiendo entender un poquito mejor la historia. Por lo menos empieza a ser hoy día una herramienta para que los historiadores puedan utilizar, como la arqueología o la lingüística, para entender mejor nuestro pasado. A lo largo de estos últimos años sí que hemos realizado un estudio genético que nos permite constatar la existencia de vínculos en el ADN de las poblaciones modernas entre el norte de la península ibérica y el norte de África, entre poblaciones bereberes, ¿no? Esas conexiones las hemos visto en población, incluso población tuareg. Nosotros lo que podemos decir desde el punto de vista de la genética es solo constatar el hecho. Hay muchos genes norteafricanos aquí, un porcentaje muy elevado, y donde más hay es en León, seguido de Lugo y Ourense, sobre todo en su parte oriental. Dans Cares, au Caurel ou la Somoza léonaise, où se sont installés des groupes berbères depuis le 8e siècle, il y a de nombreux vestiges de traditions communes. Des écrivains voyageurs britanniques du 19e siècle, comme Richard Ford ou John Burroughs, ont déjà établi des parallélismes entre certaines coutumes de ces régions avec d'autres, propres d'Afrique du Nord. Les Bergwata étaient une confédération de tribus berbères qui, après la conquête de Tanger et leur entrée dans la péninsule sous le commandement
de Tarif ibn Malik ont fondé un royaume appelé le pays des Berguata. Los maragatos no eran otra cosa que los baraguata, que desde el Magreb llegaron a Astorga y se establecieron en León. Le bénédictin Martín Sarmiento, dans son manuscrit Astorga, description de la Magaratería, n'accepte pas l'origine sémitique de cette communauté. Pendant le siècle des Lumières, avoir une ascendance maure reste un problème en Espagne, vu que l'Église a le dernier mot quand elle doit établir l'origine de ses habitants. Les Maragatos sont restés au cours des siècles une communauté fermée, principalement due à l'endogamie, ce qui a perpétué des lignées et des coutumes jusqu'au XXe siècle. Les mariages sont un exemple évident où l'on peut trouver des similitudes avec le mariage berbère. La recién esposada se presenta ante los invitados con un velo tapando la cabeza y entonces solemnemente se lo levanta. Y todo el mundo aplaude, canta y tocan los tamboriles. La femme maragata est connue pour ses vêtements et ses verroteries de type berbère. Les vêtements traditionnels maintiennent également, dans le cas des hommes, clairement des éléments mauresques. Du chapeau jusqu'au pantalon bouffant, chaque pièce a son équivalent dans les descriptions que les Morisques ont faites au XVIe siècle. Mais la plupart des similitudes se trouvent en rapport avec leur métier le plus caractéristique, la muletterie. Les Maragatos transportent des marchandises à travers la péninsule. Depuis le XVIIe siècle, ils financent la couronne et l'Église avec de grandes sommes d'argent, étant les transporteurs d'or et des richesses ressources du roi. La maison muletière Maragata est une ferme connue depuis le XVIIIe siècle. Elle se compose essentiellement d'une grande cour centrale, autour de laquelle se trouvent toutes les parties de la maison et où les mules et les charrettes sont entreposées. L'entrée consiste en un portail peint en bleu ou en vert, formé par une voûte en plein cintre. Sur les façades, il y a peu de fenêtres et petites. Ces caractéristiques coïncident avec l'architecture traditionnelle de l'Andalousie, du Maroc et de la Tunisie, où les maisons morisques ont préservé les caractéristiques de base de l'architecture résidentielle nasride des XIIIe et XVe siècles. Distribution autour d'une cour, façade avec absence de décoration et ouverture, sauf la porte d'entrée et une cour centrale pour assurer la confidentialité. Bien que la plupart des maisons avaient 2 étages, la cour était le centre de la vie familiale qui se déroulait principalement au rez-de-chaussée. El pueblo andalusí, que fue en su identidad un pueblo heterogéneo y homogéneo al mismo tiempo. Heterogéneo porque se construye o se fundamenta en las distintas razas, las distintas culturas, las distintas etnias, sean las que había antes, las autóctonas, es decir, los mozárabes y los muladíes, los cristianos de Al-Ándalus, o los nuevos llegados, es decir, los árabes, los bereberes, etcétera, los eslavos. Entonces, todos esos grupos terminan formando lo que se llamaría posteriormente el pueblo andalusí. Y ese pueblo andalusí tenía mayoritariamente 2 componentes esenciales. La primera es la autóctona hispano-romana cristiana y la segunda es la árabo-musulmana. Les luttes internes ont divisé le califat de Cordoue, créant les royaumes de Taïfas. De même, le royaume de Castille naît des luttes entre les royaumes chrétiens. En 1085, Alfonso VI conquiert le taïfa de Tolède et jusqu'au XIIIe siècle, les royaumes chrétiens vont étendre leur domaine vers le sud de l'Espagne. En 1212, la bataille de las Navas de Tolosa incline la balance du côté chrétien.
Pendant 2 siècles, le royaume de Grenade résiste à l'avance chrétienne. Les Grenadins atteignent un niveau de développement culturel et scientifique unique en Europe. Ces écoles d'enseignement supérieur, appelées madrasas, ne sont pas seulement des centres d'études religieuses, mais ils se spécialisent dans des domaines tels que la philosophie, la médecine, la mécanique, la logique ou l'astronomie. En Castille et en Aragon, certaines tolérances s'implantent à l'égard de la population musulmane. Au cours des XIVe et XVe siècles, ceux qui sont appelés maintenant mudéjares habitent généralement la périphérie des villes et des villages où ils conservent leurs symboles identitaires et religieux. Par les récits des pèlerins étrangers du XVe siècle qui font le chemin de Saint-Jacques, nous savons que des villes comme Pontevedra avaient une population mudéjar. Hay muchos judíos y sarracenos en la villa de Pontevedra. Villa que no debemos olvidar, desde fundamentalmente el siglo XIII, es muy importante, es un activísimo núcleo portuario y comercial. Un des témoignages documentaires les plus décisifs pour analyser la présence musulmane en Galice nous conduit au port de la conquête du royaume de Grenade. Ce sont les contes de la reine Isabel de Castille. Aparece un listado geográfico de localidades donde están asentados estos musulmanes muy importante, y entre ellas aparecía una localidad del norte de la provincia de Lugo, en la Mariña Lucense, concretamente en lo que sería hoy el término municipal de Alfoz, y es la villa del Castro de Ouro. Dans le nord, los mudéjares cessent d'utiliser leur langue arabe. Leurs coutumes deviennent indiscernables de ceux des chrétiens après un long processus d'acculturation. Un morisco es un musulmán que se vio forzado a convertirse al catolicismo. Mientras más al sur, más hipérbole de catolicismo. Y si me apuran, más hipérbole de islamofobia y antisemitismo. Porque tenías que demostrar, para seguir vivo en tu misma tierra, en tu misma casa, que eras el más antimusulmán del mundo. Y para ser antimusulmán es necesario conocer las claves de lo que significa ser musulmán. Pendant la Reconquête, on établit pour les minorités converties un système de contrôle appelé le nettoyage du sang. Es una averiguación sobre los orígenes de esa persona, los orígenes de la familia. ¿Qué se intenta con una limpieza de sangre? Evitar que descendientes de herejes, de moros o de judíos entren a formar parte de los empleos catedralicios. En quelques années, on passe de la tolérance à l'intransigeance et aux accusations d'hérésie. En el Archivo Histórico Nacional, en el Fondo Inquisición, existen numerosos expedientes en donde aparecen moriscos que van a ser sentenciados, algunos con adjuración as levi, otros con una sentencia mucho más fuerte y, como digo, son moriscos. Prioritariamente, ¿cuál es el delito que se imputa a estas personas para ser juzgados por el Tribunal Inquisitorial? Sencillamente que siguen sus prácticas musulmanas. Le nombre des exécutés sur bûcher par la Sainte Inquisition est discutable. Les condamnés attendent souvent des années en captivité avant d'être jugés. Les jugements ne finissent pas toujours par l'exécution. La torture, les condamnations à 5 ou 10 ans aux galères, ainsi que l'expropriation de biens sont habituelles. Bien es cierto que estos moriscos, al ser acusados, lo hacen casi siempre porque hay delaciones de los vecinos que observan algún tipo de prácticas contrarias, como digo, a la normativa religiosa de ese momento. La taquilla est l'acte qui permet à un croyant musulman de dissimuler sa foi pour sauver sa vie ou celle des membres de la famille en cas de danger. Il devient de plus en plus difficile pour l'Église de détecter les faux croyants, vu que le musulman, même s'il continue à l'être en cachette, en société, c'est le plus fervent des chrétiens. ¿Qué hacen los moriscos que se quedan? Beber vino, tomar cerdo por la mañana, por la tarde, para cenar. ¿Qué está prohibido? Rendir culto a imágenes. ¿Qué hacemos los andaluces?
procesionar a las vírgenes y a los santos por la mañana, por la tarde, por la noche. Eso explica el fervor tan descomunal que hay en Andalucía para el culto a las imágenes, que en realidad son transposiciones de bodas musulmanas. Avec les capitulations du 25 novembre 1491 à Santa Fe, la remise des clés de la ville par Boabdil devient une réalité. Le traité signé prévoit la liberté de culte et le respect des droits et des biens de la population musulmane. L'arrivée du cardinal Francisco Jiménez de Cisneros implique l'application des mesures extrêmes de conversion, forçant les baptêmes en masse et par aspersion, brûlant des copies du Coran en public et transformant la mosquée de l'Albaïcine en un sanctuaire chrétien, provoquant ainsi une révolte dans la ville. Les rois catholiques annulent les accords précédents, sans laisser autre option que le baptême au lieu de l'expulsion. La plus grande partie de la population moudéjar est baptisée et acquiert ainsi le statut de morisque. Le reste décide de quitter leur terre en émigrant en Afrique du Nord. الحديث عن الأسر الأندلسية في شمال المغرب يرتبط أساساً بالهجرات التي شهدتها مناطق شبه الجزيرة الإيبيرية في أواخر القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر، بحيث معظم المؤرخين يؤرخون لهذه الهجرات بسنة 1492، وهي السنة التي سقطت فيها غرناطة في يد القشتاليين. بالنسبة لهذه السنة فقد هاجر الأندلس مجموعة من الأسر استقرت في مدن أندلسية أو في مدن مغربية مختلفة بفاس وتطوان والشاون وأيضا حتى في الجزائر وتونس. Los granadinos, después de la capitulación, se instalan en Tetuán y crean su nueva Granada, en el sentido de que la nostalgia hace que intenten conservar todas sus tradiciones, su cocina, su idioma o su dialecto, su música, su vestimenta, sus formas de festejar. Por supuesto, porque después de 7 u 8 siglos en España, ¿tú cómo vas a convencer a esta gente de que ellos son invasores? Pero dentro del seno de la comunidad se van creando familias de la élite, lo que llamamos colaboracionistas, familias que van a apoyar al poder cristiano por la fuerza o por gusto, obteniendo beneficio a cambio de esta labor de control social de sus propios congéneres. Les enfants de Grenade, Juan de Grenade et Fernando de Grenade, fils du sultan Moulay Aboulassan et frère de Boabdil, qui les a toujours considérés comme rivaux pour le trône nasride, vont s'unir avec d'importantes familles castillanes et portugaises pour préserver leurs privilèges. Charles Quint nomme Juan de Grenade premier vice-roi du royaume de la Galice pour son soutien dans la lutte contre les communards castillans. Depuis ses propriétés dans la Marina Lucense ou à Monforte de Lemos, il s'occupe de la centralisation des pouvoirs en Galice envers la couronne de Castille. Au sein de ces lignées, il convient de souligner les Venegas de Granada, les Belvis Valle de Palacio ou les Benajara. La présence de ces familles d'élite morisque est nécessaire en raison des changements qui se produisent dans le fisc. Lo más característico del sistema fiscal granadino va a ser su carácter dual y discriminatorio. Porque por un lado nos vamos a encontrar al grupo de cristianos viejos que van a gozar de numerosas excepciones de tipo fiscal. Esto es una política que lleva a cabo la corona con la idea de que esta población que ha entrado al reino se quede y permanezca en ella al gozar de numerosos privilegios. Les grandes campagnes militaires contre les Turcs ou les nouvelles expéditions vers le Nouveau Monde sont financées en grande partie de ces taxes appliquées aux morisques. Dans ce processus d'harcèlement, la couronne accorde une attention particulière à la production de la soie. À partir de ces grandes cours, actuellement vides, la soie part vers les grandes résidences et palais. Les grands marchands vénitiens ont des usines importantes à Grenade, et la richesse des villages des Alpujarras est mesurée par la quantité de mûriers de leurs champs et de la soie qu'ils produisent.
La renta de la seda es sin duda una de las rentas más complejas con las que cuenta la Corona de Castilla, y lo es porque estaba absolutamente fiscalizado todo, desde la cría de los capullos hasta la llegada al destino final de la seda que había sido vendida. En 1526, Charles Quint ordonne les dispositions connues comme les mesures de la congrégation de la Capilla Real. À partir de ce moment, les morisques sont obligés de changer leur mode de vie et d'acquérir les modes chrétiens. Toutefois, ces mesures ne sont jamais mises en pratique. D'ailleurs, elles sont reportées pendant 40 ans. Le couronnement de Philippe II provoque un changement radical dans le traitement des morisques. De nouvelles taxes apparaissent, des édits et des bulles visent à supprimer toute trace de la présence musulmane, affectant non seulement la religion, mais aussi les coutumes et les rituels, interdisant entre autres leur langue. La langue arabe, ou al-Garabia, loin d'être comprise comme un trait supplémentaire d'une identité culturelle différenciée, finit par être la preuve irréfutable de la condition crypto-islamique des morisques. La religion et la langue se confondent comme des symptômes de la même maladie. Interdire la langue s'érige comme la seule formule capable d'assurer l'oubli de la foi islamique. Para los musulmanos arabófonos, es claro que ellos hablan el árabe y los demás la lengua de los otros, de los extranjeros, la algemía. Del punto de vista de los cristianos, este árabe, algarabía en castellano y en gallego, es ininteligible, despreciable, sin sentido. ¿De dónde viene el significado secundario de esta palabra en ambas lenguas? En revanche, les morisques écrivent la langue romane avec les caractères arabes, appelant cette écriture al-Jamiada, et ainsi, pendant des siècles, conserveront écrit le patrimoine andalou. Es un hecho constatado el carácter arabófono de los moriscos del Reino de Granada, una realidad que es innegable y que le trajo múltiples problemas a la comunidad. Entre otras cosas porque tanto la corona como sus propios vecinos cristianos viejos siempre interpretaron que su uso del árabe no era una pervivencia o un rasgo cultural, sino que por el contrario era la prueba irrefutable de que seguían siendo musulmanes de corazón. Les interdictions de type social, telles que celles liées aux vêtements, aux bains, aux repas ou l'utilisation de leur langue, sont généralement respectées, mais c'est l'expropriation des terres qui ne sont pas titrées et documentées en castillan qui déclenche la rébellion. Certaines familles planifient discrètement un soulèvement, proclamant roi de Grenade à Fernando de Valor et Cordoue, un descendant des Omeyyades et rebaptisé comme Aben Umayya. Le 24 décembre 1568, la Alpujarra grenadine se réveille musulmane, brûlant des églises et tuant des prélats et des anciens chrétiens. Ceux-ci sont appelés martyrs alpujarreños, victimes chrétiens de la rébellion. Le catholicisme exalte alors, magnifiant les faits là où il y avait résistance. La rébellion se transforme bientôt en guerre. La couronne, craignant le retour des ascendances nasrides, prend des mesures correctives même avec quelques morisques qui restent fidèles. Concretamente, los infantes Juan y Hernando de Granada, hijos y nietos del conde de Castrojeriz, gallegos, por tanto, con sangre gallega, estaban en Italia cuando se produce la rebelión de la Alpujarra, a la altura de 1568-69. Felipe II ordonne à Antonio Pérez que ses espions en Italie suivent de près ses descendants directs du trône de l'Alhambra, petits-enfants de Moulay Aboulhassen et descendants du vice-roi de Galice. Le noyau de la rébellion se concentre dans las Alpujarras. Le roi ordonne au marquis de Mendoza et au marquis de Los Vélez de l'étouffer. Cette décision finit par devenir un problème parce que la haine qui existe entre les deux nobles est telle que chacun préfère une victoire morisque à celle de son adversaire politique.
La guerre de guérilla, durant la première année, garantit beaucoup de succès aux Morisques, en passant de 4 000 rebelles au nombre de 25 000 un an plus tard. Entre-temps, les Turcs étendent leur pouvoir dans toute la Méditerranée, en débarquant de l'armement sur la côte d'Almería et en maintenant en échec tout le royaume jusqu'à l'année 1569, quand a lieu la bataille de Berja. La batalla de Berja es sin duda una de las más importantes de toda la contienda de la rebelión de los moriscos. En ella el marqués de los Vélez, que va avanzando por el territorio, tiene interés en derrotar a Ben Umayya en su tierra, en la Alpujarra. Aben Umayya est conscient que les conséquences d'une défaite dans las Alpujarras seraient un grand coup pour les aides attendues de l'Afrique du Nord. Por eso va a desplazar prácticamente toda la fuerza militar de las Alpujarras, la va a desplazar aquí. Su Estado Mayor lo componían nada menos que 10 generales moriscos. Es una barbaridad, prácticamente despoblaría todas las montañas para hacer rostro a Vélez. La victoire sera pour Vélez. Du côté du vainqueur se trouvent également des morisques d'élite grenadine, comme un petit-fils du sultan de Grenade, Don Alonso Granada Venegas. Les soldats, après avoir dévasté un village, retournent à leur lieu d'origine avec le butin. L'objectif principal des milices chrétiennes est l'enlèvement des femmes morisques pour les vendre comme esclaves. El botín de una morisca, precisamente por las joyas que llevaban en su cuerpo y las sedas y brazaletes, realmente era una presa muy apreciada, porque al valor en sí de la persona como esclavo se le unía el valor en piezas que podía llevar esta mujer, que en muchos casos también llevaba un niño pequeño o dos, y eso también añadía mucho más valor. La primera llegada de moriscos expulsados desde la Alpujarra granadina hasta Toledo ocurre en noviembre de 1570. Tenemos referencias claras de que iban a venir varias partidas compuestas por 1.500 personas. A ese grupo total se le conoce como los 6.000 moriscos. Tolède est l'un des points de concentration des captifs morisques. Ceux qui arrivent des Alpujarras de Grenade et Acharquilla de Málaga sont installés dans les montagnes de Tolède. Este número de moriscos, sin ser importante, sí tiene una peculiaridad paradigmática, porque la mayor parte de esas personas que vienen expulsadas de la Alpujarra van a ser considerados esclavos. Les marchés d'esclaves s'étendent dans toute la péninsule. L'Inquisition a joué un rôle décisif dans cette vente de personnes. La loi interdit l'esclavage des chrétiens, mais les captifs morisques sont considérés comme musulmans, et à partir de ceci, leur commerce est autorisé. Il n'est pas permis d'asservir les mineurs de moins de 10 ans. Cependant, de nombreux enfants seront esclaves sans avoir atteint cet âge. Il est décidé de faire appel à l'armée de l'Italie commandée par Juan d'Autriche, duc d'Alba. Ces troupes d'élite arrivent en 1570 et avec elles plus de férocité dans les combats. Les marquis de Vélez et Mendoza sont révoqués. La mort d'Aben Umayya, assassiné dans un complot par son cousin Aben Abo, marque le déclin des révoltés. Juan d'Autriche va mettre fin au conflit avec de nombreux massacres et des milliers de morisques exilés. Es la presencia de miembros de la familia real rebelde, podemos así llamarla, es decir, del padre y del hermano del rey Aben Umayya, del rey don Fernando de Córdoba, que se va a sublevar, va a ser la cabeza del líder de la rebelión en la Alpujarra, que después de la guerra y de la represión posterior son enviados a Galicia, al lugar más extremo del reino en la península, para quitarlos de en medio, para que no puedan estar cerca de la población morisca que ha quedado en el sur. Il finira ses jours comme un moine bénédictin à Samos, tandis que son frère va être moine à Monforte de Lemos. La règle bénédictine interdit à un moine de sortir du couvent à vie, de sorte que les valors meurent sans descendance. Une fois complètement vaincus les morisques, Felipe II
ordonne l'expulsion des familles qui ne sont pas impliquées dans le conflit, en exiliant un total de 80 000 morisques du royaume de Grenade et en assurant l'élimination des noyaux musulmans dans le sud. Cette mesure est très risquée, vu que les morisques peuvent se révolter à nouveau. Pour cela, on utilise la ruse, en prétendant que cette mesure a un caractère provisoire dû aux pénuries alimentaires et en permettant aux personnes affectées de regagner leur foyer une fois le problème résolu. Las condiciones de la deportación morisca fueron verdaderamente deplorables. Hoy día pasarían por estar denunciadas en cualquier tribunal de derechos humanos, ¿no? Des colonnes de milliers de captifs vont vers le nord, créant des établissements où ils peuvent être contrôlés par l'Inquisition. L'historien galicien Emilio González López fait référence au paradoxe qui se produit en Galice dans la contre-réforme avec les Juifs et les Morisques. Tout en étant expulsés systématiquement de l'Espagne, la population sémite augmente de manière significative en Galice, d'abord avec les Juifs et puis avec les Morisques des Alpujarras. Le résultat de cet exode de masse est l'apparition de nouvelles toponymies en Galice comme Moriscadas, Portomoriscos ou Portela de Portomorisco a Ourense. L'abandon de ces exilés et l'inhospitalité des terres où ils sont hébergés entraînent une mortalité élevée. Dans des conditions de transport déplorables et sans nourriture, les colonnes des déportés sont souvent attaquées sur les routes. Le nombre de morisques qui meurent entre 1570 et 1571 est près de 40% du total. Un chiffre qui augmente a mesure qu'ils vont vers le nord. Se establecía que se hiciera una lista en cada uno de los lugares donde llegaban los moriscos, una lista donde estuvieran el nombre, la procedencia, altura, cara, etc. Era una imagen en sí del propio morisco. As autoridades políticas locais estiveron certamente á altura e referían tamén as pretensións do monarca, baseándose outra vez na extrema pobreza do reino de Galicia no século XVI, e lle din que cada parroquia como máximo podería acoller un mourisco sempre cando non fora un labrego, senón que fora un artesán, que tuvera oficio coñecido. Sábese ao final que os grandes receptores dos mouriscos eran os mosteiros. Environ 10 000 morisques qui n'ont pas participé à la rébellion sont autorisés à continuer dans les Alpujarras, afin que la production agricole, et en particulier la culture du mûrier et de la soie, continue. La conséquence de l'expulsion est la confiscation des biens et des terres pour être intégrés dans le patrimoine royal de Sa Majesté. Le morisque est devenu nomade pour survivre, restant caché et constamment en mouvement dans les zones où personne ne le connaît. Sa culture se dilue peu à peu ou se mélange avec d'autres. En árabe hay dos grados de expropiación. Cuando te expropian lo material, lo que tienes, eres un mindún, de ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te expropian lo que tienes y lo que eres, cuando te prohíben rezar en tu religión, hablar en tu lengua, quedarte en tu casa, cuando te lo quitan todo, te conviertes en un marginado, en un mencop, en un flamencop. El flamenco inicialmente era el morisco marginado, desahuciado, que tuvo que habitar en las chozas, en los márgenes de los ríos, en ninguna parte. El que vivió como topos en las cuevas, ese es el flamenco. El jornalero, el revolucionario, el que después fue heredero de bandoleros, de rebeldes, de monfíes, de gandules, eso es un morisco. Beaucoup de morisques décident de rejoindre les communautés gitanes en raison du caractère généralement nomade et marginal de celles-ci. La dissimulation de l'origine des convertis se reflète également en une ferveur religieuse exaltante envers les icônes xénophobes comme Santiago Matamoros. Mais ce sera avec le changement de nom qu'il sera pratiquement impossible de les distinguer des vieux chrétiens. Utilizaron una serie de estrategias muy diversas, de muy diverso tipo para poder mantenerse. La primera y la más obvia
es hacer desaparecer su condición morisca, porque no podían legalmente mantenerse aquí. Y para ello utilizaron elementos que también son los mismos que utilizan los judeoconversos con el tema de limpieza de sangre. Lo primero, ocultar su condición. Y para ello, el cambio de residencia es muy importante, para no ser conocido del origen, pero sobre todo el cambio de apellido. Se decidió con prontitud que era necesaria la repoblación, es decir, todos los sitios dejados por los moriscos había que repoblarlos prontamente con cristianos viejos de la corona. Les morisques déplacés vers des zones où ils ne constituent pas un danger vont couvrir les besoins des métiers dans lesquels ils détachent comme maîtres authentiques. Ainsi, à mesure qu'ils s'installent, leurs lieux d'origine sont appauvris. Pour cette raison, on crée le Conseil de population qui a son siège à la Chancellerie royale et la Cour de Grenade. Sa fonction principale est de décider quels territoires, en fonction de leur richesse, devront être repeuplés. On nomme un juge de commission avec lequel plusieurs morisques de paix collaborent obligatoirement. Ceux-ci, à leur tour, sont dépossédés de leurs biens. Ces expropriations sont divisées en lots dits sorts, qui sont attribués par tirage au sort. Le nombre de ceux-ci est en fonction des mérites envers la couronne ou l'Église. Los comisarios del Consejo de Población de Granada eran los encargados de repartir las suertes entre los repobladores en función de su caudal. También se pretendía que permanecieran las formas agrarias preexistentes. Debido especialmente a las bandas de Bonfíes, era bastante complicado no ya la repoblación, sino la previa visita de los comisarios para poder reordenar el territorio y ver qué tierras estaban disponibles y poderlas dividir. A la corona se le ocurrió que la manera más efectiva de poder llevar a cabo esas visitas para repoblar era mediante la ocupación militar, que no solo iba a enfrentarse a los monfíes, sino que además iba a empezar a hacer un asentamiento que en principio era provisional y que finalmente muchos de estos militares quedaron como repobladores de la Alpujarra. On réalise un inventaire des biens qu'on avait pris aux morisques. En même temps, on fait un ornement juridique qui définit les droits et les devoirs qu'auront les futurs colons de ces terrains. Una de las condiciones que establece el rey para obtener tierra a estos repobladores es, aparte de pagar el censo de población que reconoce que la propiedad de la tierra es del rey, exige a estos repobladores el que tengan armas enhiestas, es decir, tienen que ser una población armada. Ao mesmo tempo que se fai o apeo de Eslinde, no ano 1571, despáchanse comisarios a Galicia para reclutar galegos. Aparece esta figura do comisario acompañado dun escribán, dun tambor tamén para reunir a xente, e se fai o reclutamento esencialmente de galegos pobres. Après plusieurs hivers de famine en raison de mauvaises récoltes, des paysans galiciens s'engagent en masse. Environ 80 commissaires répartis sur différents territoires sont responsables du recrutement d'un total de 20 236 personnes. Au printemps de 1572, prend le départ la première expédition qui est, à tout égard, catastrophique pour ses membres. Elle entraîne de lourdes pertes avant d'atteindre l'hôpital général de Grenade où les blessés et les malades seront logés. Iban llegando caravanas de repobladores, de gallegos, de todas partes, y esas caravanas iban siendo atacadas por los moriscos que estaban en las montañas. Esto hacía que los pobladores tuvieran que estar armados. Les populations des Galiciens dans las Alpujarras sont faciles à repérer. Habituellement, l'écrivain a pris note de l'origine de chaque colon et ainsi ces noms se sont instaurés comme anthroponymie et toponymie dans la région. Sabemos, y los tenemos bien localizados, el que pueblos enteros de la Alpujarra son gallegos prácticamente al 96 o el 97%. Exclusivamente son gallegos. El caso de Vallarca podría perfectamente haberse llamado Nueva Galicia. El pueblo de al lado, Paterna del Río, el 70% son gallegos. Es decir, tienden a concentrarse y a reproducir geografías comunes. Era obligatorio en cada territorio a repoblar realizar el libro de concejo, o lo más conocido, los libros de apeo. Ahí se contenía los apeos, deslindes,
número de suertes, reparto de esas suertes entre los vecinos, etc. Y este libro debía de llevarse también al Consejo de Población de Granada con autorización para que tuvieran control. Ces nouveaux arrivants méconnaissaient la culture de la soie, de sorte que dans les terrains fertiles, on remplace les mûriers par les céréales et les vignes, et les tisserands ont dû remplacer la soie par la laine des brebis mérinas. Ainsi, la soie des Alpujarras, qui avait généré tant de richesses à la couronne, disparaît complètement. Cependant, ces agriculteurs sont bien armés et constituent le premier bouclier défensif contre une éventuelle invasion musulmane de l'Afrique. Les Galiciens qui partent vers las Alpujarras le font par pure nécessité de survie. Cette population est porteuse de tout type de bétail que la couronne a demandé. Ils vont finir par modifier les coutumes de la région. Les colons viennent également avec de nouvelles habitudes alimentaires. Dues aux conditions météorologiques de la montagne des Alpujarras, apparaissent des séchoirs de jambon qui aussi attestent que ces habitants sont de bons chrétiens en remplaçant le mouton par le porc dans son régime alimentaire. L'échange de la population influe sur la toponymie de la région. On trouve des noms en Galice comme Sortes, Fuente a Porta, la montagne Los Gallegos, a Orgiva, Loma de Puga ou Peña Gallego. Les descendants de ces colons ont abandonné des noms très répandus dans les provinces de Grenade et Almería, comme Dávila, San Fis, Deocasal, Busalonga, Sobreira, provenant de diverses sources, mais surtout de Lugo, Ourense et des zones à proximité de monastères bénédictins comme Pombeiro, Sobrado ou Lemos. La fabrication des mythes morisques a permis de justifier la persécution et ultérieurement l'ethnocide dans toute l'Espagne. Parmi eux se démarque celui qui se réfère à l'existence de trésors cachés. Le Conseil de population encourage l'idée de l'existence réelle ou imaginaire des biens enterrés par les Morisques avant leur expulsion, conscient de la valeur d'attraction que cela pourrait générer pour de nouveaux colons. Cet imaginaire s'étend à travers la péninsule et le mythe s'établit dans les endroits où il y a des déportations. Quand une maison est délivrée aux colons, ceux-ci piquent ses murs et parfois trouvent des richesses cachées. Un bureau des brevets est créé pour déclarer les trésors, dont un 5e va à la couronne. En Galice, abondent les légendes des morisques et des trésors cachés dans des maisons ou des grottes. Ces légendes, avec des éléments communs, sont généralement associées à un trésor caché par des morts, mauros ou mauras, transformés par la culture populaire en êtres mythologiques. Digamos que como dúas grandes teorías ou dous grandes abanicos. O primeiro é, digamos, a teoría que no seu momento pois defendeu Isidro González Muillán, que foi un dos grandes filólogos celtistas de Galicia e que, en certo modo, siguen defendendo moitos investigadores, que é que a palabra mouro realmente non ten que ver cos sarracenos, sino que cos musulmáns, senón ten que ver co termo morgos ou morgos en celta antigo, que significa os mortos, non? Así que os habitantes destes túmulos dos castros que viven debaixo dos túmulos dos castros dos dólmenes de Galicia serían os mortos, serían os, en certo modo, os ancestros entendido nun sentido como moi amplio. À travers la péninsule, la haine envers le musulman fait du mort l'ennemi et l'étranger. Un être qui est confiné à l'obscurité des grottes pour manipuler ses trésors. De même qu'avec le juif, des histoires se propagent et s'étendent auprès de la paysannerie. Le mort devient un être mythologique et personne identité réelle. A outra teoría, digamos, eu creo que está bastante sostida tamén polo sentido común e ten que ver con que os mouros, en realidad, é un personaxe que ten distintos nomes, que vai adoptando nomes según vai cambiando a historia. Así que os mouros, é dicir, o mouro sempre sería o foráneo, o alleo, e sempre designamos a ese ser mitolóxico que vive debaixo dos castelos e vive debaixo dos castros co nome de algunha cultura allea que en algún momento tuvemos contacto. Depuis 1609, en Galice, apparaissent les appelés ciprianios, ou chasseurs de trésors, des morts et des juifs.
en suivant les instructions du livre de la magie noire appelé de San Ciprián. Il creuse des centaines de castros et des tumulus de Galice. Ces légendes ne sont pas uniques au nord de la péninsule. Il y a les mêmes en Estrémadure, dans le Haut-Aragon, en Castille ou à Léon. Le Morisque a su préserver son identité andalouse durant des siècles, en particulier dans les manifestations culturelles qu'il a maintenues en exil, comme dans la musique ou dans la poésie. Les Espagnols n'ont pas toujours identifié certaines de ces manifestations comme étant d'origine morisque, même si ces caractéristiques ne laissent aucun doute. La poésie improvisée des alpucharadas, oloyas ou regueifas peut encore être trouvée en Galice. Le mot regueife signifie aussi un type de pain dans le Maghreb. Autrefois, la regueifa se faisait lors de mariages. C'est un défi déversé qui a son origine dans le pain que se disputaient les participants lors de ces deuils rimés. Mais digo vos unha cousa que non o digo de cote antes de marchar de aquí ella arranca o bigote. O bigote non te metas, non digas esa lindeza. Teño máis pelo no bigote do que tes ti na cabeza. Non tiñas ganas de velo, nin pasar polo camiño, porque ainda hai 4 anos que lle debes un barril de viño. La poésie improvisée dans les alpujarras est le trobo. El origen del trobo lo tenemos situado históricamente, tenemos documentos desde la tradición andalusí. El trobo en el sur de España es una parte más del flamenco. Sí es cierto que es un elemento muy antiguo. El trobo proviene, y la costumbre de la improvisación poética proviene del fandango primitivo. La musique née dans Al-Andalus a été influencée par d'autres musiques européennes qui ont été introduites dans la péninsule, de la musique liturgique et la musique cultivée à la musique profane jouée par les troubadours. Lo curioso con la música andalusí es que pese a los siglos y al tiempo, a los años, se ha conservado bastante bien, precisamente por esa predisposición de su gente en conservarla tal cual. Y eso ha hecho que todavía se note mucho parecido, mucha semejanza entre la música andalusí y otras músicas, podríamos decir, primas hermanas de la península ibérica. Entonces, esas melodías que utilizan células muy comunes entre todos los pueblos del occidente de la época medieval ha hecho que muchas músicas se parezcan entre sí, sea en el Andalus, sea en la parte del norte de España. Por ejemplo, cuando cogemos las cantigas de Amigo de Martín Codax en la zona de Galicia, denotamos mucho parecido entre esas canciones y algunas canciones andalusíes. También denotamos parecidos en los nombres. En Galicia, alalá sería un género y en la música andalusí, alalá sería el nombre genérico de la música andalusí.
Avec Philippe III, on prépare l'expulsion définitive de tous les Morisques d'Espagne, environ 300 000 expatriés sur lesquels l'administration des finances royales exerce un contrôle exhaustif. Beaucoup de familles partent pour le Maroc, où des familles Nasrides à Tanger, Tétouan et Chefchaouen sont déjà établies à partir du XVe siècle, tandis que dans le nord, en déniant la présence morisque, on évite l'expulsion de milliers de confinés qui, il y a des années auparavant, sont arrivés des Alpujarras. Hemos descubierto que otros cientos de personas, hoy ya creemos que miles e incluso, quién sabe si decenas de miles en un futuro, de familias de todo corte, más modestas, de grado intermedio, incluso algunas de nivel más alto, también se quedan a pesar de la orden de expulsión. De esta orden de expulsión que va desde Andalucía a Galicia, pasando por Castilla, es decir, de todos esos moriscos que entre 1570 y 1609 se han ido quedando en el territorio y ahora van a ser, con el decreto de Felipe III, enviados fuera del territorio peninsular. L'arrivée des Morisques au Maghreb fait que cette région réalise des progrès sur le plan économique et culturel. La tradition et la conservation de certains métiers sont un exemple vivant de la culture andalouse. Les métiers dans lesquels les expulsés sont des maîtres peuvent encore être trouvés dans les rues et les souks. Dans les médinas, les Morisques développent et transmettent leurs connaissances au reste de la population. Aquí en Tetuán están los Torres, los Medina, los Molina, García, Aragón, Salas, todos son apellidos de origen ibérico. Y lo que sí es cierto es que aunque posteriormente hayan entrado otras familias de otras partes que no son de origen andalusí, pero como bien estipulan los historiadores, la característica o el núcleo identitario de la ciudad es la Granada del siglo XV. Y se han hecho estudios sobre las tradiciones de los andalusíes de finales del Reino de Granada, comparadas con las actuales de Tetuán, y sí es cierto, hay mucho parecido. الأسر كانت تمتهن أو كانت مشهورة بمهنة ما، فمثلا مهنة يعني أسرة العاقل كانت معروفة بامتهانها وبجودتها وإتقانها لحرفة البناء. وعائلة البيطار وانقرضت هذه الأسرة كانت معروفة بعلاجها بالبيطرة، بعلم البيطرة، ومن هنا أخذت اسمها العائلي من مزاولتها لمهنتها. ثم هناك الغرناطي وهو اسم مأخوذ مباشرة من المدينة غرناطة، معقل الأندلسيين الأخير والذي تم طردهم منه في نهاية الأمر. هناك أسر أخرى يعني كانت لها شهرة بالعلم والفقه والأدب وكانت موجودة بمدينة شفشاون، وما زالت هذه الأسر متداولة إلى حدود الساعة. الأقل بهذا التاريخ وهذه المساهمة والتي ساهم فيها يعني أندلسيون، الفارق بينهم وبين الآخرين هو أنهم كانوا يعتنقون الدين الإسلامي. يعني كما قلت لك سابقا أن كانت هناك حروب، وليست حروبا ضد غزاة، بل كانت حروبا بين إيبيريين مسيحيين وإيبيريين مسلمين، وبالتالي فهي لم تكن بتلك الحروب التي صورها المؤرخون الإسبان على أنها حروبا ضد غزاة عرب أو غزاة من مناطق بعيدة، بل هي كانت حروب بين نفس سكان المنطقة اللي هي شبه جزيرة الإيبيريا، فقط أن هذه الحروب كانت بين ديانتين مختلفتين. هذا ما في الأمر. Este fenómeno de la permanencia morisca en España ya es una realidad que tenemos que asumir los historiadores y es un mundo a investigar tan serio como cualquier otro, porque estamos hablando de una etapa de nuestro pasado que ha quedado oculta por la historiografía más tradicional, por ignorancia o por un deseo de crear una España que en realidad nunca ha existido, esa España única en lo católico, en lo imperial, en único destino. Eso ya pertenece al pasado. Yo creo que este país, España, si quiere existir como nación, tiene que superar ese concepto estrecho de noción, ese concepto excluyente que funda la identidad en una metonimia, en una parte del todo. Si queremos conseguir algún día que España sea más que un Estado formal, que pueda ser una identidad material, o se edifica sobre la diferencia o no existe. O ser español en el pleno siglo XXI consiste en admitir que nuestro pasado
también estuvo compuesto del primer nacimiento europeo que tuvo lugar en Al-Ándalus, y que Abderramán III era tan hispano como Carlos I, que era alemán, o Felipe V, que era francés, o admitimos todo eso, o seguiremos en la permanente incongruencia de creernos una parte del todo. L'histoire officielle a minimisé le galicien dans les Alpes Jaras, a nié le morisque en Galice et a renié l'Andalousie dans le Maghreb. Ce phénomène d'effacement de mémoire a été une constante durant différents moments de notre histoire, ce qui démontre le même esprit de croisade qui est resté jusqu'au XXIe siècle et qui forme une partie d'une idéologie qui a trépané la culture et la mémoire collective des peuples de l'Espagne. Les nouvelles générations de chercheurs démontrent que nous venons d'un passé beaucoup plus complexe et passionnant que celui qu'on nous avait raconté.